Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans le réel, vous êtes bien sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission francophone et française de Radio Bandera Nera. Wiesdorf à la barre ce soir, richement entouré, Aline Thibault. Bonsoir. L'ami Jean-Louis Romégas. Bonsoir. La technique est assurée ce soir par l'indispensable Lord Sergueï, accompagné de Lord Igor, à qui nous souhaitons la bienvenue. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios Marion Chetsov. Bonsoir Marion. Bonsoir. Présidente de l'association Solidarité Kosovo, ONG qui accomplit un travail remarquable et courageux pour venir en aide aux populations serbes du Kosovo. Populations qui vivent aujourd'hui une insupportable situation d'exclusion et de quasi-nettoyage ethnique, programmée par le pouvoir albanais du Kosovo, mis en place par l'OTAN au début des années 2000, et surtout depuis la déclaration d'indépendance, ou l'autoproclamation d'indépendance. Autoproclamation. Voilà, vous nous en parlerez. En 2008, une autoproclamation d'ailleurs, il faut bien le dire, rappelée au mépris des lois et traités internationaux. Avant de discuter avec vous de l'actualité de Solidarité Kosovo, de nous présenter un petit peu votre association, il me semble important pour nos auditeurs de resituer historiquement, géographiquement le Kosovo, un point géopolitique. Je laisse pour cela la parole à Jean-Louis. Oui, alors c'est toujours un peu ambitieux de vouloir vouloir poser un cadre à la fois historique et géographique à la radio. Et il est évident que les auditeurs seraient bien avisés d'avoir devant eux un atlas ou du moins une carte de la région, parce que forcément c'est quand même pas forcément une partie de l'Europe avec de laquelle les auditeurs sont coutumiers. Et puis c'est quand même toujours profitable d'avoir un support pour pouvoir s'y retrouver. Bon, néanmoins, on peut quand même poser un certain nombre de cadres, hein. En gros, le Kosovo est une toute petite province, hein, ça fait 10 000 km². Si vous voulez, en comparaison, c'est 60 fois moins que la France. C'est l'équivalent d'un gros département français, on dirait. Idem pour la population, à peu près 2 millions d'habitants, qui se répartissent sur un territoire qui est quand même très largement montagneux, comme tous les Balkans, avec seulement 2 petits espaces de plaine. Hein. Donc la plaine du Kosovo proprement dite, donc le Kosovo oriental, qui a donné son nom à la province, et puis une plaine sur la partie occidentale, que les Serbes appellent la Metochi. Et donc un territoire qui est relativement ingrat, où il y a peu de ressources et peu de richesses. Si on prend sur le niveau de la population, en termes de composition ethnique, on va dire, la proportion actuelle, en tout cas sur la fin des années 2000, était à peu près de 90% d'Albanais, 6% de Serbes et 2% regroupant des Bosniaques, des Goranes, des Roms, des Turcs, des Ashkalis, des Égyptiens. Donc toute une mosaïque qui est assez représentative de toute façon de ce qui se vit dans les Balkans depuis plusieurs siècles. Alors, d'un point de vue historique, on peut reposer un certain nombre de points. La région est peuplée en gros depuis la fin du Néolithique par des peuples qu'on appelle les Illyriens. Donc, qui ne sont pas un peuplement grec, hein, qui vivait au nord de la Grèce. Les Albanais revendiquent une filiation directe avec les Illyriens, ce qui n'est pas complètement usurpé, mais on pourrait dire que de toute façon, les Illyriens ont servi de base de peuplement à quasiment tous les peuples des Balkans jusqu'au nord de la Croatie. Cette région, évidemment, a été romanisée, puisque l'Empire romain s'est étendu sur le nord de la Grèce. Et en fait, cette région commence à être slavisée à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire à partir du 5e siècle, en gros, après Jésus-Christ. Donc une implantation slave qui se fait tout au long du Haut Moyen-Âge. À partir du 9e siècle, donc les années 800-900, les Serbes sont solidement installés. Et en gros, le centre de gravité de la Serbie se situe à ce moment-là sur le Kosovo. Avec une grande Serbie, on va dire, qui court du nord du Danube jusqu'au sud. Et c'est évidemment ce qui va donner une partie de la revendication serbe légitime sur le Kosovo, d'autant plus que, de fait, c'est le berceau culturel avec la présence d'un certain nombre de monastères qui ont particulièrement souffert, bien évidemment, depuis les événements de 1999, et qui, de fait, constituent donc la base culturelle de la Serbie. Cet espace est occupé par les Ottomans à partir du XIVe siècle, et en particulier donc une bataille qui est justement une bataille perdue par les Serbes et par leurs alliés
donc en 1389. Donc la bataille qu'on appelle la bataille du Champ des Merles en français, puisque de fait Kosovo, si on essaie d'en faire l'étymologie, signifie Champ des Merles. Et donc les Ottomans occupent petit à petit cette partie des Balkans et remontent tout doucement vers le nord. Il y a une tentative pour reprendre le Kosovo de la part des chrétiens d'Europe centrale, donc des Hongrois, des Polonais, des Valaches, des Bohémiens et même des Allemands, donc qui essaient de reprendre la région une cinquantaine d'années plus tard, en 1448. Mais c'est de nouveau une défaite. Ce qui fait que le centre de gravité en fait de la Serbie à ce moment-là va remonter vers le nord et vers Belgrade. Donc en gros la région et l'espace serbe qu'on connaît actuellement. Ça entraîne un premier départ de Serbes et les Albanais eux se convertissent doucement à l'islam. Alors cette conversion en fait elle se fait à la fois par intérêt. On peut rappeler que dans l'islam les dhimmis, c'est-à-dire les protégés, donc les gens du livre, donc chrétiens, juifs, doivent payer une taxe au sultan pour marquer leur adhésion. Et donc une partie en fait des Albanais vont se convertir pour ne plus avoir à payer cette taxe. Et d'autre part, en fait, les Ottomans mettent en lieu et place du régime féodal qui existait jusque-là leur propre structure administrative et sociale qui font que les Albanais vont pouvoir profiter en fait de cette situation. Et donc une conversion qui va se faire à partir de ce moment-là. À partir donc du XVe siècle, du coup, on va avoir un système de flux et de reflux en fait des Ottomans sur cette région au gré en fait des victoires ou des défaites des Autrichiens qui constituent la grande puissance d'Europe centrale et qui disputent en fait la région avec les Turcs. Donc bon, il y a toute une série de batailles et de défaites sur lesquelles on ne reviendra pas forcément. Une quand même des plus importantes est de nouveau en 1689, donc 300 ans plus tard, où les Autrichiens en fait subissent une sévère défaite face aux Ottomans, ce qui fait qu'ils entraînent avec eux en fait et dans leur recul une grosse partie des familles serbes qui étaient demeurées sur l'actuel Kosovo, qui vont aller s'installer donc dans le nord de la Serbie qu'on appelle la Voïvodine. Rien qu'en 1690, pour donner un petit ordre de grandeur, il y a 37 000 familles qui quittent le Kosovo, ce qui, du coup, évidemment, déséquilibre une première fois les populations sur place en termes de proportion. En particulier, il y a énormément de populations albanaises qui viennent s'installer à la place des familles serbes qui sont remontées vers le nord. La situation est figée, en gros, jusqu'à la fin du 19e siècle. En 1878, il y a un congrès important que certains auditeurs doivent connaître, qu'ils ont peut-être gardé de leurs études, qui est le congrès de Berlin, qui est en fait le congrès européen qui va un petit peu fixer le principe des nationalités. Et à ce moment-là, en fait, au congrès de Berlin, donc la Serbie voit son indépendance reconnue et dans un territoire qui se situe au nord du Kosovo. C'est-à-dire que le Kosovo, lui, reste dans l'Empire ottoman. Et n'est pas attribué à la Serbie. Ce qui fait d'ailleurs qu'à ce moment-là, en fait, le Kosovo voit arriver des Albanais qui, eux, sont chassés, des populations albanaises en fait, qui s'étaient installées au nord du Kosovo, qui s'étaient installées en Serbie, et qui, du coup, avec l'indépendance de la Serbie, fuient vers le sud. Donc des transferts de population, comme il va y en avoir tout au long du XXe siècle. En 1912, donc juste avant la Première Guerre mondiale, il y a une série de guerres balkaniques entre les différents États des Balkans, en particulier la Serbie et la Bulgarie. Et cela permet en 1913, parce que la Serbie est vainqueur, de pouvoir récupérer le Kosovo. Et donc, en particulier, les ambassadeurs occidentaux et les puissances occidentales reconnaissent que la Serbie peut légitimement réclamer et obtenir le Kosovo. Donc, c'est en particulier la France qui la soutient à ce moment-là. Donc, soutien d'ailleurs qu'on retrouvera évidemment pendant la Première Guerre mondiale, puisque les deux pays sont alliés. Après la Première Guerre mondiale, c'est la naissance de la Yougoslavie, donc une réunion des Serbes, des Croates, des Slovènes, et donc qu'on appelle évidemment tous les Slaves du Sud, ce qui donne le terme de Yougoslavie. Le Kosovo, lui, est occupé par l'armée serbe, et il est finalement formellement rattaché à la Serbie et donc au nouvel État. Simplement, évidemment, les Albanais commencent à ce moment-là à résister à cette incorporation du Kosovo dans la Serbie. Et donc, on a des heurts déjà intercommunautaires qui sont déjà assez importants.
Pendant la guerre, le Kosovo, pendant la guerre, et donc cette région étant occupée par l'Italie, l'Albanie en particulier est occupée par l'Italie, le Kosovo est attribué à l'Albanie, donc il change de nouveau de tutelle, et il revient en Yougoslavie à partir de 1945, en particulier lorsque Tito, évidemment, prend le pouvoir. La frontière entre le Kosovo et l'Albanie est à ce moment-là fermée pendant plusieurs décennies, puisque, juste un petit rappel, les deux pays, l'Albanie et la Yougoslavie, vont choisir des camps différents. L'Albanie va mener une politique ultra-stalinienne qui va durer jusqu'à la fin des années 80, tandis que la Yougoslavie, elle, va fluctuer en termes d'indépendance, enfin de politique d'indépendance entre une certaine amitié pour l'URSS et en même temps une certaine retenue. À partir de 1981, de nouveau des manifestations d'Albanais qui essaient d'obtenir en gros un statut de république en fait pour le Kosovo, ce qui aurait détaché le Kosovo de la Serbie. Ce qui évidemment intervient au moment où le bloc soviétique et le bloc communiste d'une façon générale commencent à se décomposer, ce qui va emmener toute une série de troubles et évidemment la prise de pouvoir de Milosevic, qui à ce moment-là, en Serbie bien sûr et en Yougoslavie, qui à ce moment-là va essayer de mener à l'inverse une politique de rattachement et de renforcement des liens entre le Kosovo et la Serbie. À partir de 1991, les Albanais du Kosovo essaient de pousser en fait à l'indépendance. Donc ils proclament une première fois, ils autoproclament une indépendance qui évidemment n'est reconnue par personne et qui demeure dans la clandestinité. Et le terrorisme réellement de l'UÇK donc commence en 1997. Ce qui nous amène donc aux événements de 1999 sur lesquels on va revenir. Et donc si on veut faire, si vous voulez, un petit bilan en termes de légitimité, de revendication croisée finalement, parce que les deux, population serbe et population albanaise du Kosovo, s'opposent des arguments qui ont vraiment un effet de miroir. En gros, les Serbes considèrent que le Kosovo est le berceau de la Serbie. Même si cette expression en tant que telle est inventée seulement au 19e siècle. C'est quand même quelque chose d'assez récent à l'échelle humaine. 150 ans, c'est pas énorme. Et qu'en effet, globalement, c'est vrai que la Serbie naît en fait de l'installation des Slaves, donc au moment de la chute de l'Empire romain, donc vers le 6e, 7e siècle. Et à ce moment-là, si vous voulez, le Kosovo, qui prend son importance à partir du XIVe siècle, n'existe pas en tant que tel pour les Serbes. Donc, c'est une revendication qu'on peut comprendre, mais qui est peut-être à nuancer. Les Serbes considèrent également que le Kosovo était complètement slavisé avant l'occupation turque et que donc finalement les Albanais sont arrivés avec les Ottomans, donc seulement à partir du XVe siècle. C'est-à-dire que les Albanais seraient finalement des étrangers pour le Kosovo, contrairement aux Serbes qui seraient finalement la population locale. À l'inverse, évidemment, les Albanais refusent tous ces arguments, en particulier ces arguments historiques. Ils considèrent donc qu'eux descendent directement des Illyriens, que donc le Kosovo est finalement leur terre, au même titre que l'Albanie. Que finalement les Serbes, eux, sont partis. Ils sont partis lorsque les Ottomans sont arrivés, mais eux étaient déjà là. Et par ailleurs, donc, ils estiment en fait avoir été victimes finalement d'une occupation militaire des Serbes. D'accord. Autant les Serbes les considèrent comme des étrangers, eux considèrent que finalement c'est les Serbes qui sont venus là et qui sont venus prendre leur terre. Bon. Donc on le voit finalement des arguments qui sont des arguments croisés, qui sont pas spécifiques d'ailleurs au Kosovo, qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres régions du globe. On peut penser évidemment au Proche-Orient, ne serait-ce que là, et qui font qu'on est dans un écheveau et dans des arguments entremêlés qui rendent évidemment la tâche compliquée, aussi bien en termes de compréhension que de militance et de combat. Bien, merci Jean-Louis pour cette présentation. Il est vrai qu'une situation particulièrement complexe qui nous amène aujourd'hui donc à recevoir Marion Chetsov de Solidarité Kosovo, qui va nous parler justement de l'association et de cette situation propre donc au Kosovo, la situation des Serbes aujourd'hui et donc le rôle de votre association. Alors, je commence par la présentation de notre association. Tout à fait. Donc, on est une association humanitaire créée en 2004, à partir de laquelle ont été organisés des convois pour venir en aide aux Serbes qui vivent au Kosovo et qui ont été oubliés par le reste de la communauté internationale. L'organisation donc de notre association se fait de telle manière que nous partons régulièrement au cours de l'année apporter du matériel scolaire ou apporter des fournitures plusieurs fois par an à ces Serbes du Kosovo.
On a été la première organisation en Europe à prendre part à cette quête que eux-mêmes menaient sur le terrain là-bas. Et du coup, ils nous en sont très reconnaissants et nous en donnent une énorme reconnaissance, quoi. Voilà. Justement, cette création de Solidarité Kosovo en 2004, quel bilan, quelle analyse vous faites de cette situation là-bas, quels échos vous en avez? Parce qu'il faut bien le dire, ici, en France en l'occurrence, la vision est tronquée. On est dans une situation très compliqué. Aujourd'hui, une situation bipartite. Les Serbes sont les méchants, les Kosovars sont les victimes. Je crois que c'est une situation qui n'est pas nouvelle. On va dire que si la Serbie a été bombardée en 99, c'est qu'on se disait déjà que les Serbes étaient les méchants. Et ensuite, dans la Yougoslavie et l'ex-Yougoslavie, les Serbes étaient également des méchants. Et c'est pour ça que les Serbes n'ont jamais eu de territoire propre pendant les 50 dernières années à travers la Yougoslavie. Donc c'est quand même historiquement un peuple qui a été malmené du fait de ses frontières. Tout à fait. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une véritable stigmatisation du peuple serbe, depuis 1999, même avant, mais voilà, on le voit bien par rapport à l'image qu'on a, notamment de Milosevic, on est véritablement dans un déni de vérité. Est-ce qu'en 2004, quel est l'élément fondateur, révélateur pour vous, qui vous amène à dire maintenant ça suffit, on y va? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que l'association voit le jour et se mette à fonctionner? Eh bien, en 2004, vous avez eu des pogroms anti-serbes qui ont eu lieu au Kosovo. Effectivement, c'est très important de le préciser et c'est dommage que je ne l'ai pas fait en premier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette date précise? Écoutez, vous avez les musulmans, des Albanais musulmans qui sont arrivés, qui ont débarqué dans des maisons serbes, qui ont assassiné des familles entières, qui ont provoqué des exodes de familles vers Belgrade, vers la Serbie, qui les ont poussés hors dehors de chez eux, qui ont enlevé des gens, qui les ont convertis de force. Enfin, ça a été quelque chose de très violent même pour tout ce qu'il y a eu au niveau de ces familles qui ont été faites. À partir de ce moment-là, donc, on s'est rendu compte que les gens qui en souffraient le plus le premier, c'était les enfants. Et du coup, a été organisé pour le Noël orthodoxe au Kosovo un convoi qui était principalement destiné aux enfants qui avaient été malmenés et qui s'étaient retrouvés dans des hôpitaux ou des infrastructures, qui étaient orphelins, etc., etc., et qui, en cette période de Noël, justement, avaient le plus besoin de soutien. C'est là que l'association, effectivement, a pris son premier essor. Et il y avait en fait, la création s'est faite complètement ex nihilo, ou il y avait des personnes au sein de l'association qui avaient déjà des contacts avec la communauté serbe ou avec des Serbes? La création de l'association, donc, elle s'est faite avec Arnaud et également avec un Serbe, Nicolas. Donc un Serbe qui savait parler serbe. Et de ce fait-là, à partir de ce moment-là, je pense qu'il a été plus facile de s'intégrer sur place quand on avait quelqu'un qui parlait serbe. Parce que il faut savoir que quand vous arrivez en Serbie, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais ou qui parle français, quoi. Quand vous parlez d'Arnaud, c'est Arnaud Guyon. Oui, tout à fait. Alina? Oui, au niveau de la vie dans les enclaves, donc au début vous avez commencé par apporter des cadeaux. Maintenant les Serbes vivent dans des enclaves. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions pour, je suppose, faciliter la vie des Serbes? Alors, là, déjà, il faut essayer de préciser ce qu'est une enclave. Une enclave au Kosovo, vous imaginez, on essaie régulièrement de représenter le village d'Astérix et Obélix entouré de barricades. Et derrière des barricades se trouvent des Romains qui essayent perpétuellement de mener un assaut contre ces villages et de les faire céder, de les faire partir ou de les soumettre. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour délimiter le terme d'enclave. Ensuite, effectivement, les gens nous disent oui, est-ce que les cadeaux, c'est suffisant? On ne fait pas que ça. Dernièrement, en février, on a ouvert un bureau à Gračanica. Donc, c'est une ville qui est située à 10 km de la nouvelle capitale du Kosovo, de Pristina. Et à Gračanica se trouve un monastère avec lequel on est en accord et où se trouve notre bureau. Ce bureau, on le finance toute l'année. Et toute l'année, on a une personne qui travaille pour nous, qui se rend dans les enclaves du Kosovo, les plus éloignées, etc. Il fait le travail que nous, on n'a pas le temps de faire quand on vient juste une semaine sur place. Et quand il va dans ces enclaves, son but, ça va être de recenser les familles, de recenser les besoins et de nous les transmettre pour que nous, sur place, en France, on puisse optimiser nos récoltes et tout ce dont on va avoir besoin là-bas sur place pour pouvoir l'apporter là-bas lors de nos convois.
Voilà. Alors, juste une petite chose, on parle d'enclave, il y a une cohérence au niveau des enclaves. Alors, je sais que le Nord, essentiellement le Nord, c'est une enclave en elle-même, en quelque sorte. À la frontière serbe, il y a quasiment 30 000 Serbes qui vivent là-haut, mais on retrouve des enclaves un petit peu partout au Kosovo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique géographique particulière. Comment vous arrivez à cibler justement l'aide sur telle ou telle enclave? Et on parlera du quotidien des gens qui vivent dans ces enclaves. Je ne sais pas si on peut faire un comparatif. Est-ce que c'est un univers concentrationnaire? Est-ce que véritablement les gens ne peuvent pas sortir? Enfin, vous nous l'expliquerez. Mais si on regarde une carte aujourd'hui, la présence des Serbes et de ces enclaves est relativement diversifiée sur le territoire du Kosovo. Oui, c'est très disparate. En fait, on va pouvoir le retrouver certaines enclaves qui vont se trouver proches des monastères. Donc la partition va se faire plus ou moins de cette façon, mais également de manière complètement aléatoire. Effectivement, le nord du Kosovo, donc il y a encore 30 000 Serbes qui y vivent à l'heure actuelle, ce qui veut dire que le nord du Kosovo peut être considéré comme une grosse enclave. Vous imaginez, le Kosovo, c'est un petit losange, et puis le nord du Kosovo, c'est la partie supérieure. Donc ça c'est effectivement, ça pourrait être une enclave à proprement parler, et de ce fait, dans ce cas-là, on aurait une majorité d'Albanais qui y vivraient, une minorité d'Albanais qui y vivraient, et pour le reste, ça va être complètement disparate, des petites enclaves qui vont se retrouver. Comment est-ce qu'on a pu les connaître ou tomber dessus? C'est tout simplement en discutant avec les gens. Sur place, on a des personnes qui nous accompagnent, par exemple, sur le terrain. On a un Serbe qu'on connaît bien maintenant qui vient avec nous. Il sait qu'on vient à chaque Noël, donc il se réserve quelques jours et pour nous accompagner, pour faire le guide, pour nous présenter d'autres enclaves, quoi. Donc c'est plutôt le bouche à oreille. Et maintenant, quand on va donc à Kosovka Mitrovica, dans la partie nord bien sûr, les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on existe et ils viennent nous dire oui, écoutez, on a un club de sport, on a besoin de tel matériel, oui, on est une famille, on a besoin de ça, etc. Donc ça fait bientôt 7 ans qu'on est sur place, donc les gens commencent également à nous connaître et viennent vers nous aussi. On a une page Facebook, maintenant on fonctionne beaucoup avec ça, et on a eu, par exemple, on n'a pas ouvert, mais on a pris un accord avec un club de jiu-jitsu à Kosovka Kamenica. Donc c'est une enclave qui est située, c'est une enclave où on n'avait jamais été allé. Elle est située donc plus à l'est du Kosovo, et si c'est quelqu'un qui nous a contacté par Facebook pour nous dire oui, on a un club de sport, venez nous voir, c'est à Gračanica. Si on n'avait pas eu ce contact, on n'y serait jamais allé, quoi. Mais du coup, ça nous permet de connaître énormément de gens, quoi. Et, voilà. Est-ce que vous essayez de réaliser une sorte de cartographie un petit peu des enclaves pour essayer de voir où vivent ces Serbes? Est-ce que ça, c'est un travail que vous faites ou pas du tout? Effectivement, c'est le but. Mais principalement, on essaye surtout de numériser, comme l'Église orthodoxe le fait, comme le patriarcat orthodoxe le fait sur place, c'est de numériser les familles, de savoir, eux, de recenser complètement qui est sur place, qui est sur le terrain réellement. Parce que après 2004, ou même à l'heure actuelle, vous avez eu énormément d'enlèvements qui ont eu lieu, et il y a des familles entières qui ont disparu. Donc c'est également pour le but de protéger ces gens en sachant qu'ils existent. Voilà. D'accord. Vous avez abordé justement le fait d'avoir ouvert un bureau sur place. Vous avez parlé de l'Église orthodoxe sur place, là-bas. C'est un véritable relais pour vous, j'imagine, parce qu'en fait, la religion orthodoxe, le Kosovo est aussi, Jean-Louis nous l'a rappelé, mais aussi un berceau religieux important pour eux, essentiel. L'importance du patriarcat orthodoxe en Serbie fait véritablement aujourd'hui figure d'éléments fédérateurs, en tout cas de bannières pour défendre l'identité serbe au Kosovo. Et visiblement, vous pouvez vous appuyer sur eux, ils sont un relais pour vous. Effectivement. Alors oui, le patriarcat orthodoxe est un organe clé au niveau de la Serbie et du Kosovo, puisque quand vous allez dans un village en Serbie, la personne qui a l'autorité dans un petit village, ça va être le prêtre sur place, le pope. Donc quand vous arrivez dans le village, une petite enclave, Oraovac ou des choses comme ça, eh bien vous dites à qui est-ce qu'on va voir pour donner le matériel, qui est la personne responsable, et eux nous dirigent vers le prêtre, ils nous dirigent pas vers le maire, ils nous dirigent vers le prêtre. Donc l'autorité effectivement est très importante, l'autorité religieuse est beaucoup plus importante au Kosovo qu'en France par exemple. Et ensuite nous on est énormément en relation avec eux, puisque c'est eux qui nous permettent de passer certaines frontières, ils nous délivrent des papiers qui nous permettent de passer plus facilement, et justement cette autorité religieuse qu'on a là-bas permet un passage plus facile au niveau des frontières.
D'accord. Au niveau administratif, alors on va revenir sur l'association. L'association est basée en région lyonnaise, je crois, c'est ça? Oui, en région lyonnaise. La majorité des membres de l'association se trouvent sur Lyon. D'accord. Voilà. Au niveau effectif, concrètement, les premiers convois se mettent en place, 2004. Petit à petit, les choses évoluent. J'imagine que les besoins de 2004 ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Au niveau, dites-nous, c'est quoi un convoi? C'est combien de personnes? C'est comment ça fonctionne? Voilà, dites-nous tout. En 2004, je crois qu'ils étaient partis à une camionnette. Aujourd'hui, on part bien à 3 camionnettes. Là, on espérait envoyer un gros camion, un 38 tonnes, mais vu les problèmes qui se trouvent au passage administratif de Yarigné et Berniac, c'est plus du tout possible. Donc, on va essayer de retourner sur ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire 3 ou 4 camions. Après, la logistique devient beaucoup plus difficile quand on part à 4 camions, parce qu'on est beaucoup plus nombreux, il y a des formalités administratives qui se multiplient, et puis les douaniers voient qu'on a du matériel, qu'on loue des camions, etc. Donc ça les embête pas du tout de nous embêter et de nous faire patienter une nuit entière au poste de frontière. Donc depuis 2004, les convois se sont multipliés au cours de l'année. Comment est-ce que ça s'organise ? Par exemple, pour le convoi de Noël, puisque c'est un des convois qui est un convoi clé, on va organiser une communication 3 mois avant la mission. On emmène donc 3 camions avec nous pour ce Noël-là. Ensuite, au niveau des bénévoles, vous imaginez que faire 2000 km en une semaine, il faut qu'on soit nombreux, que ce soit forcément des chauffeurs, que les bénévoles soient tous donc des chauffeurs et qui aient leur permis. C'est pas forcément des choses qui sont faciles à avoir. Et voilà. D'accord. Et en amont, donc, vous faites d'abord une recherche sur qu'est-ce qui peut être utile, et ensuite, donc, du coup, vous essayez de chercher, de récupérer et d'amener ce matériel-là. Voilà. Alors, effectivement, c'est un sacré travail quand même en amont pour la préparation des camions, non ? Alors, au début, effectivement, c'était très compliqué parce que personne ne nous connaissait, donc c'était vraiment des récoltes, du bouche à oreille. On récupérait des trucs des greniers que les gens osaient pas jeter, mais qui seraient mieux fait de jeter plutôt que de nous le donner parce que ça servait à rien qu'on l'apporte là-bas. Ouais. Ceci dit, c'est globalement un point commun à toutes les structures humanitaires ou de soutien social, où on trouve des gens qui vont être sans doute pleins de bonne volonté et donner des choses, mais c'est pas possible. Oui, déjà, effectivement, c'est bien de se sentir concerné par la situation, mais c'est bien de donner, mais il faut également réfléchir à ce que les gens nous donnent. Voilà, parce que sinon, ça nous donne du travail en plus. Et puis, sur place, on arrive avec des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Au niveau de l'organisation des convois, au début, effectivement, on avait beaucoup, justement, on allait chercher les gens, on allait énormément vers eux pour qu'ils puissent nous donner des vêtements, des matériels scolaires, etc. À l'heure actuelle, on s'est tellement développé, on a réussi à devenir beaucoup plus dans l'organisation, je dirais. Ce qui fait qu'on a des entreprises qui nous fournissent du matériel qui est neuf ou d'usager ou du déstockage, des invendus. Ce qui fait que sur place, on a la possibilité d'apporter énormément de choses de qualité. Voilà. D'accord. Alors, concrètement, quand vous partez, vous ciblez au niveau de telle enclave ou telle enclave, où il y a une possibilité de centraliser, on dit c'est dispatché, comment ça se passe? Parce que j'imagine que quand vous arrivez à la frontière, vous traversez le Kosovo avec les Albanais, voilà. Donc j'imagine que ça doit être un petit peu tendu parfois, c'est pas forcément évident. J'imagine qu'il y aura aussi beaucoup de contraintes administratives quand vous arrivez au poste frontière. Alors je sais pas si on parle de poste frontière ou de poste administratif. On parle de poste administratif. Voilà, on parlera de ce sujet-là justement avec ce qui se passe actuellement au nord du Kosovo. Mais vous ciblez, vous dispatchez. Bon, maintenant les choses sont peut-être plus évidentes en termes de besoins parce que vous avez un relais sur place, mais concrètement, vous savez où vous allez. Enfin, j'imagine que oui, mais vous savez où vous allez, mais comment ça se passe? Eh bien, depuis l'ouverture de ce bureau justement à Gračanica, on a la possibilité de stocker le matériel qu'on apporte dans notre bureau de Gračanica, et ensuite la personne qui travaille sur nous, à chaque fois qu'elle va dans une enclave en particulier, si elle la connaît déjà, soit elle apporte du matériel, soit elle apporte à manger, des choses qui ont été demandées. Sinon, le reste du temps, effectivement, ça nous permet de garder un lien social important avec les gens qui sont sur place, parce que c'est bien gentil de recevoir du matériel, mais si nous, on les voit pas, on peut pas se douter de la misère ou de la pauvreté ou de la situation d'une crise dans laquelle ils sont. Donc, effectivement, on va essayer de faire la moitié-moitié en stockant sur place à notre bureau en stockant le matériel qui sera ensuite redispatché, puis après, nous, le reste du matériel, on va le déposer, quoi. D'accord. Et
par rapport, donc, forcément avec les Albanais, ça il y avait un certain nombre de problèmes, mais avec l'OTAN, en fait, avec la force internationale, il y a déjà eu des... Qui n'est plus la KFOR, hein, je crois qu'on appelle ça le REX, je ne sais plus le nom exact. En fait, si, vous avez le LEX et la KFOR qui sont sur place. Ce sont les deux. Le LEX, c'est administratif et la KFOR, c'est militaire. Et eux, c'est le genre de choses dans lesquelles ils ont déjà pu essayer de mettre des bâtons dans les roues, ou ils regardent ça de très loin Quand on les voit, quand on les croise au Kosovo, ils nous interpellent pas, il n'y a aucun problème, ils nous demandent pas qui on est. Enfin, sauf par exemple quand on va faire des visites dans les monastères ou ce genre de choses, il y a toujours un petit militaire un peu zélé qui nous dit ne pas faire de photos, les photos sont interdites, etc. Enfin, alors que lui également est en visite, donc il a son petit rôle bien à lui. Et là où effectivement nous on a le plus de problèmes, c'est à l'entrée du Kosovo, où à chaque fois que j'y suis allée, on s'est retrouvé confronté aux militaires français qui étaient sur place, et les gens nous ont toujours gardé 1 heure, 2 heures. On est à 2000 km de chez nous, on parle la même langue, mais ils trouvent toujours le moyen de nous chercher des noises, quoi. C'est quoi? C'est purement procédurier, oui. Je sais pas si c'est purement procédurier, mais en tout cas, je sais que nos papiers sont scannés, surscannés, etc. Et c'est assez prenant comme situation, puisque par exemple, quand on est parti à Pristina en avion dernièrement, on est passé donc à l'aéroport de Genève où mon passeport a été scanné, et là il y a le douanier qui m'a dit mais qui est-ce que vous avez tué? Parce que j'imagine qu'il y a des alarmes qui sont remises justement sur nos passeports, et quand on passe du coup en Croatie à l'entrée de la Serbie, forcément il y a des petites alarmes qui sont faites sur nos passeports. Et une fois encore il y a 2 ans ou 1 an, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était à l'entrée justement de la Serbie, on s'est retrouvé confronté au problème où les gens cherchaient du matériel de collage, de fichage, des choses comme ça dans nos camions, ce qui n'était pas du tout le cas. Alors donc voilà. oui, c'est ça. Vous êtes fiché, quoi, définitivement. Oui, je pense qu'on est fiché, mais c'est pour la bonne cause, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas bien grave. Bon, il est temps de faire notre première pause musicale. Je crois que Marion, vous nous avez amené de la musique à nous faire partager. Je vous laisse le soin de présenter cette première pause musicale. Alors, en première pause musicale, vous avez Claudia Katarina, Mon Kosovo. Claudia Katarina est une Serbe issue de la diaspora. Elle est maintenant en France, et elle réalise énormément de CD au sujet du Kosovo. Dis-moi Kosovo, mon pays, ma fierté, ma liberté. Tu es loin mais
od naše zemlje. Tuga je uvijek ostala tu. Teška realnost je uvijek tu. De retour sur les ondes de Méridien Zéro, nous recevons aujourd'hui Marion Chetsov, Solidarité Kosovo. Question, la vie dans les enclaves, essentielle, savoir comment vivent les Serbes au quotidien. On fera la nuance justement entre le nord du Kosovo, puisqu'il y a un statut un peu particulier, c'est pas un statut, mais du fait de la densité de la population et de la frontière proche de la Serbie, une situation un peu particulière, et le reste des enclaves qui sont isolées, quel statut administrativement parlant par rapport au pouvoir albanais en place, sur lequel on reviendra bien plus en détail après, mais surtout quelle est la vie pour eux, quel type de quotidien? Alors, dans les enclaves, effectivement, vous avez des enclaves qui sont situées de manière disparate sur tout le territoire du Kosovo. Au niveau de ces enclaves, le statut, je dirais que c'est un statut plus ou moins bâtard qu'ils ont, dans la mesure où ils sont serbes, kosovars et autour d'eux, c'est des Albanais. Au niveau des papiers, effectivement, ils ont des cartes d'identité kosovardes, mais elles leur permettent pas forcément de traverser les frontières, de franchir les frontières. Ensuite, dans la vie dans les enclaves, comment la décrire? C'est une vie qui est difficile. Parce qu'il n'y a pas de tissu économique, il n'y a pas d'économie en tant que telle. Ouais. Est-ce qu'ils sortent de cette enclave pour aller travailler à l'extérieur? J'imagine, je sais pas, pour faire un parallèle, comme un Palestinien qui franchit le mur pour aller à Jérusalem travailler. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des parallèles qu'on peut faire ou pas du tout? Non, c'est pas du tout possible de faire ce genre de parallèle. Après 2004, ou après la guerre du Kosovo, donc en 99, vous avez eu une chute économique de la région. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont été détruites, ou les gens qui étaient à la tête de ces entreprises ont fui vers Belgrade, vers la Serbie. Ce qui fait que l'économie en Serbie, au Kosovo, l'économie serbe n'existe plus. Dans les enclaves, on a l'occasion régulièrement d'aller à une enclave où on prend le temps de discuter. C'est l'enclave de Gorazdevac. Elle est très connue puisque en 99 ou en 2004, je sais plus trop, il y avait eu des militaires de la KFOR qui avaient tiré sur des enfants, qui avaient fait 2 morts dans cette enclave. Donc cette enclave, elle est marquée par la douleur justement, et on apporte. Donc c'est une enclave qui est assez grosse, et à chaque fois on prend le temps de discuter avec le directeur de l'école, avec les personnes qui s'occupent des gens sur place, et ils nous expliquent, parce qu'ils sont vraiment dans cette enclave, ils sont énormément entourés par les Albanais, et ils subissent beaucoup de pression, et ils nous disent que ils n'ont pas le droit, par exemple, d'aller vendre le produit de leur consommation sur les marchés serbes, sur les marchés. Ce qui veut dire que, à terme, s'ils produisent énormément de produits, tout ce qu'ils ne pourront pas consommer va être gâché puisqu'ils ne peuvent pas le vendre, et ainsi de suite. Enfin, c'est un jeu de domino. Puisqu'ils ne peuvent pas vendre, ils peuvent pas survivre, ou ils survivent juste à travers ce que eux ils mangent. Donc sciemment, ils sont ostracisés par le gouvernement. Enfin par l'administration locale, de manière à véritablement rester vivre repliés sur eux-mêmes sans avoir de contact avec l'extérieur. Donc ce qui empêche toute forme de vie économique, quelle qu'elle soit. Pour eux, oui, effectivement, ça leur empêche toute forme de vie économique, effectivement, et ça permet également de mettre une pression supplémentaire pour les inciter à partir, puisque s'il n'y a pas d'objectif dans la vie, ou même d'idée de pouvoir avancer, une finalité effectivement juste de voir plus loin que son enclave, les gens ne restent pas sur place, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'avenir, donc c'est un moyen de pression supplémentaire pour les faire partir. D'accord. Et ces enfants sur place que vous côtoyez, que vous voyez, quel avenir justement pour eux en termes d'études, en termes d'école? Il y a une réalité scolaire, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'Église qui gère tout ça, véritablement le relais, le soutien à la fois spirituel, moral, et également dans la formation de ces jeunes? Parce que j'imagine qu'arriver ces enfants, alors je ne sais pas quel est le taux de natalité, je ne sais pas l'importance que peuvent avoir ces enfants, mais il arrive un moment où j'imagine ils doivent partir, c'est pas possible, c'est pas gérable, c'est pas vivable pour eux. Eh bien, c'est ce qu'on voit, et c'est justement la crainte pour ces enclaves en Serbie, au Kosovo, c'est que les enfants qui partent faire leurs études à Kosovka Mitrovica, à Belgrade, ne reviennent jamais, parce que ils n'ont pas d'avenir. À terme, les enclaves vieillissent, il n'y a plus que des vieilles personnes, des anciens qui ont fait le choix de rester, mais qui, eux, ne créent pas, ils ne font pas d'enfants, ou les enfants qu'ils font continuent de s'en aller. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus du tout aucune enclave, plus aucun Serbe au Kosovo. C'est l'inquiétude qu'on a à poser. Et est-ce que l'association arrive à trouver des moyens pour leur redonner un petit peu
le goût de la vie dans ces enclaves Déjà, de savoir qu'à l'autre bout de l'Europe, ils ne sont pas oubliés, malgré qu'on essaye de les diaboliser, ça laisse une lueur d'espoir. Également, quand nous, on leur apporte du matériel de sport, de jiu-jitsu, pour créer des clubs de sport, pour pouvoir rester sur place, éviter de sombrer dans la drogue, parce que vous avez un gros problème au Kosovo, c'est la drogue. Les jeunes, ils sont complètement désœuvrés, ils n'ont pas de travail, les études, ils n'ont pas la possibilité de faire des études et de rester sur place. Forcément, ça mène à la délinquance ou ce genre de choses, quoi. Je crois justement qu'on verra la relation par rapport à tous ces trafics, parce que le Kosovo, en fait, est devenu une véritable plaque tournante pour tous les trafics en tout genre. Oui. Les gens au pouvoir ont une certaine expérience de tout type de trafic, on en parlera également, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de possibilité de développement. Donc j'imagine que pour vous êtes une véritable lueur d'espoir, mais est-ce que... Oui, Jean-Louis ? Oui, mais est-ce qu'il y a un équivalent de solidarité Kosovo ? Je suppose que oui, entre la Serbie proprement dite et le Kosovo. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des structures de type humanitaire internes en fait aux Serbes entre ces enclaves et la mère patrie, entre guillemets ? Non, le seul lien qui est fait ou le seul soutien qu'ils reçoivent, c'est de la part de l'Église. Voilà. D'accord. Comment vous il n'y a pas de expliquez sentiment ça ? patriotique entre les Serbes de la Serbie et les Serbes des enclaves ? Si, bien sûr, il y a un sentiment patriotique, il n'y a rien à nier. Effectivement, ils reçoivent l'aide de leur famille. Eux, ils ont un sentiment familial qui est encore très développé dans ce pays-là. Mais en termes d'initiative personnelle de la part d'organisations serbes humanitaires, il n'y a rien à votre connaissance qui soit équivalent à votre travail ? Non, malheureusement, non. Mais c'est terrible. Oui, c'est terrible, mais on peut le reconnaître par exemple, quand on va au Kosovo, quand on se rend au Kosovo en camion et qu'on passe la frontière serbe, c'est en général là où on est bloqué le plus longtemps. Je me souviens, la première fois où je suis allée, on est resté toute une nuit, on est arrivé à 18h, on est reparti à 7h le lendemain. C'est les stigmates de l'administration post-communiste qui... Absolument, ouais. C'est tout à fait ça. Quand on n'a pas le bon tampon sur la bonne feuille, on passe pas. Voilà, tout simplement. Même quand il s'agit d'amis qui viennent aider des frères. Surtout quand il s'agit d'amis qui viennent aider des frères, et ça a le don de nous énerver, puisque on vient les aider, on vient les soutenir, et puis quelque part, on est à 300 km ou 400 km de là où on doit se rendre, et c'est eux qui nous posent le plus grand nombre de problèmes, alors qu'on vient les soutenir. Et c'est vrai que quand on se retrouve confronté à cet endroit-là, à ce poste administratif, où on sait qu'on a une chance sur deux pour que ça passe bien, je vous avoue qu'on a tendance à s'énerver un peu facilement. Il n'y a pas dans le budget de Solidarité Kosovo, il n'y a pas un poste bac chiche. Non. Réfléchir à la question. Peut-être y penser. Non, parce que je pense que vous connaissez le principe de l'organisation des trésoreries, des associations qui sont énormément regardées, etc. quoi. Donc, là aujourd'hui vous fonctionnez sous forme de dons, donc au début c'était essentiellement des dons, comme vous le disiez, directement, des jouets, des choses comme ça, puisque la finalité première c'était le Noël pour les enfants. J'imagine qu'aujourd'hui le bilan qu'on peut faire, 2004-2011, l'association a grandi, elle a pris une autre envergure, système maintenant de dons financiers, on en reparlera, on redonnera les adresses. Le budget de fonctionnement d'une association comme la vôtre doit plus tout à fait être le même, les finalités aussi, enfin voilà, donc aujourd'hui j'imagine que pour vous il y a une autre manière de gérer, une autre manière de voir, aussi certainement ce qui vous permet d'être beaucoup plus optimiste en termes de projection et de convois. Est-ce que vous allez multiplier les convois ? Est-ce qu'il y a une cadence à respecter ? Est-ce que vous vous imposez quelque chose de bien précis à ce niveau-là ? C'est surtout en fonction de l'actualité, je vous avoue. Par exemple, on peut très bien organiser des missions d'urgence. Si aujourd'hui on apprend que Kosovka Mitrovica au nord a été prise, ou je sais pas trop quoi, ou Kosovka Kamenica, une enclave pareille, où là-bas on a des amis, si on se rend compte qu'effectivement il y a un gros problème et qu'il y a un besoin en particulier, puisque là on a pu voir au niveau des postes administratifs de Jarinier et Berniak, c'est que les denrées alimentaires, l'oxygène n'ont plus eu la possibilité de passer, ce qui fait que vous avez eu un embargo complet qui a été fait. C'est actuel, là. Actuellement, voilà. Oui, justement, on va en parler de cette situation-là qui est terrible. Voilà, donc si effectivement une population albanaise, musulmane, impose aux Serbes la diète et la famine, nous, on va pas rester en France à ne rien faire. Donc ça va être une organisation d'urgence une mission d'urgence qui va être organisée. Mais sinon, tout au long de l'année, on essaye de rythmer, d'y aller tous les 3 mois ou tous les 6 mois, d'organiser un convoi. Donc vous avez cette capacité de projection d'urgence qui peut permettre de régler un problème à l'instant T, un problème particulier. Oui, sans aucun problème. D'accord. On a la possibilité de s'organiser et de partir
à tout moment, quoi. Donc, oui, non, cette notion d'embargo peut sembler complètement folle, puisqu'on est quand même en Europe. Et bon, l'OTAN, par rapport à ça, je suppose, ne fait rien du tout. L'OTAN. Alors, il faut savoir... Je vais essayer de vous expliquer ça de manière simple, parce que la situation au Kosovo est pas du tout évidente. Vous avez des postes administratifs qui se trouvent au nord du Kosovo et sur la frontière du Kosovo. C'est des postes administratifs qui sont sous l'ONU, c'est-à-dire que la structure sur place n'a pas à changer. L'administration se fait par ni des Albanais ni des Serbes. Donc c'est une situation qui est complètement neutre. Le problème, c'est que Pristina a fait son autodéclaration en 2008 et depuis, elle essaye de trouver une façon justement d'imposer à la Serbie, qui n'a pas reconnu cette indépendance, à imposer la situation d'indépendance d'un État. Elle n'est pas la seule. À ne pas l'avoir reconnu. Oui, non, vous avez la Russie. Voilà, parce que il y a quand même une précision à faire, c'est qu'aujourd'hui, le Kosovo n'est reconnu en tant qu'État que par, je crois, 66 pays. Mm-hmm. Oui. C'est ça, je crois. Et même au niveau de l'Europe, des pays comme l'Espagne ne la reconnaissent pas. Au niveau de l'ONU, bien évidemment, la situation est un petit peu différente parce que avec le droit de veto, avec les Russes, ainsi de suite, voilà. La situation est complètement bloquée. Voilà, c'est ça. Mais c'est un véritable non-sens d'un point de vue purement administratif. C'est cet État qui existe et qui n'est pas. Vous me direz, il y en a d'autres sur la planète, mais selon les accords d'Helsinki, les frontières ne sont pas censées bouger. Donc c'est complètement fou d'avoir fait ça. C'est irréel, je dirais. Oui, le fait que l'Espagne n'est pas reconnu le Kosovo est d'ailleurs tout à fait logique. Voilà, oui, effectivement. Donc, d'accord. Et donc, du coup, c'est vrai que de fait, l'OTAN l'ONU et l'OTAN sont toujours présents et finalement ont hérité de la situation qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer en 1999. Alors, pour continuer justement, en fonction, à la fin, pourquoi est-ce qu'il y a eu une création d'embargo ? Parce que le discours, la discussion entre Belgrade et Pristina n'avait pas réussi, ils n'avaient pas réussi à trouver de solution. Ce qui fait que, voyant que ça n'avançait pas, Pristina a décidé de poser un embargo sur toutes les frontières du Kosovo à partir des produits serbes qui devaient rentrer à l'intérieur de la province. Malheureusement, au nord du Kosovo, comme je vous l'ai expliqué, ou heureusement d'ailleurs plutôt, au nord du Kosovo, vous avez une majorité de Serbes, ce qui fait qu'au poste frontière, les gens qui étaient au poste frontière étaient plutôt serbe, et du coup les denrées continuaient de passer. Ce qui fait que Pristina, donc les Albanais, ont envoyé de force sur place des douaniers serbes et des policiers albanais, plutôt, excusez-moi, des policiers albanais pour essayer justement de contrôler et d'imposer par la force cet embargo. Ça date du mois d'août, du mois de septembre. Mois de juillet, fin juillet. Mais il y a eu comment dirais-je, un retour de violence assez important ces derniers jours. Absolument. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce retour de violence ? Parce que puisque Pristina a violé quelque part la résolution 1244, l'accord de l'ONU, etc., comme quoi les frontières doivent rester neutres, effectivement, les Albanais ont dû se rétracter. Mais c'était quelque chose qui était soutenu par la KFOR, puisqu'on a découvert un rapport de Christopher Dell, donc l'ambassadeur des États-Unis au Kosovo, qui a stipulé qu'il était important de venir en aide aux Albanais et de continuer ce qui avait été fait en 2008, puisqu'il fallait régler le problème du nord du Kosovo, qui était une situation instable, c'est-à-dire encore à majorité serbe, avant que les effectifs de la KFOR sur place ne diminuent. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait une vraie volonté d'éradication de l'existence même de personnes serbes à ces endroits-là. Absolument, mais c'est depuis 1999 déjà, tout ça. De toute façon, oui, on peut en profiter pour revenir sur 1999. C'est vrai que de fait, on retrouve la politique et la volonté extrêmement nuisible des Américains d'attaquer en fait l'Europe sur ce qui finalement constitue son flanc le plus mou et le plus fragile, qui est les Balkans. Il faut rappeler quand même qu'en 1999, les frappes, donc au mois de mars 1999, les frappes de l'OTAN se sont faites au mépris de tout droit international, puisqu'elles se sont portées sur un pays qui n'avait agressé aucun autre pays voisin ou européen, et en dehors évidemment des résolutions de l'ONU qui n'avaient absolument pas statué sur une telle intervention militaire. Et ça correspond évidemment... Alors,
à une volonté américaine. Alors après, évidemment, les auditeurs peuvent s'en souvenir, pour les plus anciens, toute une série d'explications ont été proposées sur cette origine et sur cette volonté des États-Unis de s'implanter dans le sud de l'Europe. Ça va du passage du gazoduc ou de l'oléoduc entre l'Asie centrale et l'Albanie, mais en même temps, cet oléoduc passe un petit peu plus au sud, il passe par la Macédoine. D'autres y ont vu le fait clairement de vouloir s'implanter, de vouloir diviser les Européens. Je pense qu'on peut mettre un petit peu de tout ça. En l'occurrence, il y a aussi la volonté quand même de briser un pays qui, d'une façon ou d'une autre, a quand même essayé de résister à un nouvel ordre et à un unilatéralisme de grande puissance qui fait des ravages ailleurs. On rappellera quand même l'Irak, on rappellera d'autres pays. On ne peut pas réduire, il me semble, le problème actuellement au Kosovo à un simple problème religieux, parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de ça. Enfin, pas seulement de ça. Il s'agit aussi de ça, mais pas seulement, puisque je crois que la pratique musulmane, comme en Albanie, au Kosovo, elle est pas si la pratique de la religion n'est pas si importante que ça. Si, au contraire, puisque en fait, vous avez eu en 2004, vous avez eu 250 églises qui ont été brûlées, et peut-être pas sur ces 250 églises qui ont été brûlées, vous avez 150 mosquées qui ont été reconstruites. Donc vous avez quand même un islam qui a tendance à se radicaliser au Kosovo. Certes, si les femmes ne sont pas voilées là-bas, les hommes sont toujours religieux et très religieux. Mais le gouvernement kosovar, enfin albanais du Kosovo, n'est pas un gouvernement religieux en tant que tel. Et si on analyse la situation actuelle, on peut plutôt, je pense, la ramener à une vraie volonté hégémonique américaine de s'implanter sur place et de pouvoir avoir la main mise sur cette région, la région des Balkans, qui pour eux est une possibilité de déstabilisation au niveau européen, et notamment en 1999, je crois aussi la possibilité, pourquoi pas, de déstabilisation de ce qui était la Fédération de Russie. Je crois que c'était Alain de Benoît qui avait analysé ça comme ça fort justement. Et aujourd'hui, la situation, elle est que on est dans un espèce de non-sens, il n'y a pas véritablement d'avenir, il n'y a pas véritablement de solution, et les Balkans restent fidèles à eux-mêmes, en tout cas cette région-là, c'est-à-dire une poudrière comme elle l'a été depuis la fin du 19e siècle. Bien sûr. En revanche, comment est-ce que les États-Unis parviennent à créer cet état d'instabilité en Europe? C'est à travers justement ces persécutions religieuses, mais aussi cette substitution de population que vous observez, puisque à partir donc du XIVe siècle, la bataille du Kosovo-Polje, la bataille du Champ des Merles, vous avez eu les Turcs qui ont tous les 1 ou 4 ans qui ont pratiqué les janissaires. Au Kosovo. L'enlèvement d'enfants. L'enlèvement d'enfants et la conversion forcée pour ensuite faire partie de troupes d'élite. Ce qui veut dire que vous avez eu Ça existait dans tout l'Empire ottoman. C'était une pratique... mais qui a subi également le Kosovo. Tout à fait. De ce fait-là, on peut effectivement parler d'islamisation de cette région. Il est certain que... sur l'histoire, les Serbes, eux, je dirais, n'ont jamais plié face à la domination ottomane. Les Albanais, eux, qui à l'origine, je crois qu'on peut le dire, étaient quand même essentiellement catholiques, enfin c'était des chrétiens. Absolument. Ils ont été convertis de force. C'est pas qu'ils ont été convertis de force, c'est qu'ils ont fait le choix de se convertir également, puisqu'ils vivaient dans la dimitude. Donc quelque part, à partir du moment où vous ne pouvez pas avoir de terre, vous ne pouvez pas avoir de biens, vous ne pouvez pas travailler, la seule solution, si vous pouvez faire changer cela, c'est de vous convertir. Effectivement, c'est la solution, mais c'est pas de force, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix, tout à fait. Ouais. Mais je veux dire, si on élargit un peu la chose, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des pays arabes soutiennent la Serbie, notamment l'Algérie, qui aujourd'hui sont un soutien depuis de longue date. Ça date de la Yougoslavie à l'époque, mais c'est toujours un cas, parce que je crois qu'eux sont conscients, du point de vue à leur niveau, de la volonté de maintenir une certaine forme de laïcité pour éviter justement toute forme de revendication minoritaire chez eux. Oui, effectivement, mais comme on le voit justement, comme vous le disiez, en Espagne. Hein. Ah oui, de toute façon, les États voient bien en fait quelle peut être la logique de l'indépendance reconnue du Kosovo. Et dans le cas de l'Algérie, on peut penser par exemple à la Kabylie. C'est-à-dire que des États unitaires ayant des régions entières qui pourraient réclamer leur indépendance et faire sécession, évidemment, voit tout ça d'un très mauvais œil. Justement, on peut tout à fait faire un parallèle. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi les Américains ont poussé la charrette à ce niveau-là au profit des Albanais du Kosovo, et pourquoi pas avoir une position équivalente s'il s'agissait d'aider les minorités à accéder à une certaine forme d'indépendance? Pourquoi ils n'ont pas la même action avec les Kurdes, par exemple? On peut tout à fait faire un parallèle. On se rend compte qu'en fait, il y a une vraie volonté hégémonique, une vraie volonté de déstabilisation qui est liée à
comment dirais-je, là, un intérêt purement économique et rien d'autre. On le voit d'ailleurs en plus parce que, et vous allez nous en parler, je crois, au travers de cette affaire des maisons jaunes. Voilà. Donc parce que par rapport à l'image qu'on en a et cette manière que la presse occidentale et française notamment a stigmatisé le pouvoir de Belgrade à la fin des années 90 et après, il y a eu véritablement un lavage de cerveau à ce niveau-là pour présenter notamment Milosevic, qui n'est certainement pas un ange, puisqu'il c'est évident, et il a des relations avec des groupes paramilitaires et ainsi de suite. Mais bon, les guerres propres n'existent pas, mais je crois qu'on peut quand même rappeler qu'il y a des discours de Milosevic qui étaient dans le sens véritablement d'une espèce de volonté de garder une unité et de garder aux Albanais du Kosovo leur intégrité et voilà. Donc on a battu tout ça en brèche, on a voulu véritablement monter les uns contre les autres, c'était pratique, on a ostracisé, on les a fait passer parce qu'il y avait une vraie volonté de combattre à l'époque un nationalisme ex-communiste et ainsi de suite. Tout à fait. Oui, puis une thématique de guerre juste. Oui, c'est ça. Parce qu'en 1999, c'est aussi ça, c'est comme le retour de la guerre juste, des gentils contre les méchants. Oui, Alinor. Pour revenir par rapport à ce que disait Marinon sur l'islam, je pense que les États-Unis essayent de se servir de l'islam pour... complètement. Voilà, tout à fait, c'est ce que voulait, je pense, à Marinon par rapport... Ils en sont pas leurs premières armes. La volonté est de garder, d'arriver à imposer une hégémonie économique, etc. Mais l'islam, c'est vraiment un moyen pour eux qui est parfait. Tout à fait, mais j'insistais là-dessus, je précise la chose, je pense qu'on ne peut pas uniquement résumer la situation aujourd'hui à un conflit purement religieux. C'est-à-dire qu'on en est là, ça permet de stigmatiser aussi les choses, mais... C'est juste un moyen. C'est juste un moyen. Voilà, c'est un moyen. Et que la vraie raison de tout ça, aujourd'hui... Dramatiquement, c'est un moyen, et le problème, c'est que c'est juste un moyen. Et c'est ça qui fait tout le drame des Serbes du Kosovo, c'est qu'ils utilisent ce nettoyage ethnique et cette substitution de population pour pas venir à leur fin, et c'est complètement, mais c'est odieux. Enfin, on est en quel siècle pour vivre ça? On se croirait dans une série télé américaine. C'est ça, Enfin, non. Alors, et je dirais que la partie émergée de toute cette affaire-là, elle est palpable avec les gouvernements, le gouvernement des Albanais du Kosovo, qui sont tous sauf des gens particulièrement recommandables. On va en parler. Ils ont quand même eu, notamment, je crois, vous avez quelques mots à nous dire sur Hashim Thaçi, le Premier ministre actuel. Je vais rester un petit peu douce à son sujet, quand même, puisque c'est lui qui valide nos entrées dans son nouveau territoire. Hashim Thaçi, effectivement, il décide de façon unilatérale de transformer des postes administratifs en postes frontières. Donc, quelque part, il utilise la force au lieu d'utiliser la discussion, contrairement à ce que fait Belgrade. Donc, il est coupable en ce sens-là. Il est coupable pour énormément d'autres raisons, notamment... est-ce qu'il a... On suppose, donc je vais rester dans le on suppose, qu'il aurait un rapport justement avec le trafic des maisons jaunes. Le trafic qui a eu lieu dans les maisons jaunes, qu'est-ce que c'est? Alors les maisons jaunes, c'est des maisons en Albanie où auraient eu lieu des trafics d'organes. Ces trafics d'organes sur des prisonniers serbes étaient faits sur des prisonniers serbes, sur des femmes femmes et des hommes serbes. On leur enlevait leurs reins et puis on les envoyait sur la plaque tournante à destination d'Israël, de Turquie, sur tout ce que représente aujourd'hui le Kosovo. Cette plaque tournante est complètement de drogue, etc. Alors, je crois simplement que pour resituer un petit peu le personnage, Hashim Thaçi, on n'a pas évoqué l'UÇK, mais je crois qu'il est indispensable de parler de l'UÇK. Effectivement. Donc, un groupe terroriste. Groupe terroriste parmi lequel a fait partie Hashim Thaçi, qui est aujourd'hui... Il était le responsable, en fait, de la branche politique. Voilà, exactement. Et un des premiers ministres albanais, qui était, lui, le responsable de la branche armée, et a été condamné, justement, lui, pour crime de guerre, il faut aussi le rappeler. Voilà. Comme quoi, ils ont aussi leur part de responsabilité, et il est important de le souligner. Mais ce serait bien que cette part de responsabilité, justement, elle soit... Parce que, par exemple, là, on parle de Belgrade à l'heure actuelle, comme quoi il faut qu'elle livre ses prisonniers de guerre pour pouvoir adhérer à l'UE. Eh bien, si on pouvait faire exactement la même chose de l'autre côté, il n'y aurait plus personne aujourd'hui à la tête du Kosovo. Tout à fait. Alors, Hashim Thaçi, pour la petite histoire... c'est quelqu'un qui, dans les années 93-94, on le sait, était quand même s'alimenter grâce au trafic de drogue, d'héroïne et de cocaïne, la mafia albanaise. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été arrêté en 2003 sur un aéroport de Francfort et qui a été libéré sur simple coup de fil du ministre de la Défense française. J'aimerais que ce soit pareil. Voilà, le bien nommé Dominique de Villepin. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est impliqué dans cette affaire dite des maisons jaunes, cette affaire donc de trafic d'organes. Effectivement. Voilà. Quand vous allez au Kosovo,
Ce qui est quand vous parcourez les enclaves du Kosovo, parfois vous arrivez à l'entrée d'un village et vous avez toute une liste de noms. Alors ça peut être des fois juste un seul nom particulier, ou parfois ça peut être toute une famille. Et ces gens-là, c'est des personnes c'est des personnes qui sont portées disparues. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé, si elles ont été enlevées, si elles sont encore vivantes, ou si elles sont enterrées quelque part au fond d'un fossé. Et ça, c'est justement tout ce qui donne son intérêt au trafic des maisons jaunes, puisque on suppose, là encore, que ces personnes-là ont été justement enlevées et ont servi à tout ce trafic d'organes qui a lieu en Albanie dans les maisons jaunes. Bien. On va revenir sur ces histoires de trafic et sur ces gens, et notamment sur Lučeka, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire sur la manière dont on a utilisé, enfin les Occidentaux, l'OTAN a utilisé ces terroristes pour arriver à leur fin. Mais je vous propose maintenant de faire notre deuxième pause musicale. Marion, je vous laisse présenter. Alors, deuxième pause musicale, c'est Vidovdan. C'est une chanson donc qui est très célèbre puisqu'elle raconte les exploits de la bataille du Kosovo-Polier de 1389. Donc c'est une chanson qui est énormément connue par tous les Serbes du Kosovo et également les Serbes de Belgrade. C'est l'équivalent de la chanson de Roland, enfin c'est ça, je crois. Voilà, c'est exactement ça, tout à fait. Très bien. Pogledam, prolaze vekovi, sećanja davnih, jedini lekovi. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Plamen u našim srcima, kosovska boja ostaje istina. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Oprosti Bože sve naše grehove, junaštvom daruj kćeri i sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. De retour sur Méridien Zéro après cette pause musicale, nous avons la grande joie d'avoir avec nous ce soir Marion Chetsoff de Solidarité Kosovo. Pour aller un petit peu plus avant,
sur la réalité, je dirais, politique au sens large du Kosovo. On a vu à quel type de personnage nous avions affaire au niveau du gouvernement, peu recommandable s'il en est. Juste un petit point sur Lučeka. Rappelez quand même que ces terroristes-là ont quand même fait énormément de dégâts, énormément de mal, aussi bien aux populations que sur ce qui était un véritable patrimoine historique, culturel, religieux sur place. C'est des terroristes, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Qui ont été armés par l'OTAN, tout simplement, au travers aussi de systèmes de trafic de drogue en tout genre, trafic en tout genre plutôt. Mais j'aurais voulu aborder avec vous... on parle dans l'actualité de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. On peut tout à fait y voir un moyen de pression vis-à-vis de Belgrade, et c'est un moyen de pression de toute façon vis-à-vis de Belgrade, afin de faire rentrer dans le rang à tous les niveaux par rapport aux prétentions que peuvent avoir les gouvernements serbes. Est-ce que vous n'y voyez pas justement un danger vis-à-vis du Kosovo? Vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas véritablement beaucoup d'entraide de façon pratique entre la Serbie, la nation serbe et les Serbes du Kosovo. Aujourd'hui, se couperait cette épée de Damoclès en quelque sorte, qui serait de dire vous rentrez, vous intégrez l'Europe, on vous accorde cette grande chance, cette grande joie, ce grand bonheur de nous rejoindre, de devenir un vrai pays civilisé. Et en échange, parce qu'il y aura forcément des compensations, et j'imagine que Belgrade sera obligé de faire des concessions. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce qui est en train de se passer. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui était demandé à la Serbie pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, c'était de livrer ses criminels de guerre. C'était la seule chose qui était demandée qui était nécessaire pour pouvoir avoir l'accord, l'adhésion. Sauf que après les événements de juillet, Angela Merkel, donc allemande, la chancelière allemande, est venue en Serbie, à Belgrade, préciser qu'il serait bien de retirer les administrations parallèles du Kosovo. Qu'est-ce qu'elle entend par administration parallèle ? Eh bien, ce qu'elle entend par administration parallèle, c'est les administrations qui ont été mises en place de façon légitime et démocratique, c'est-à-dire tout ce qui va être l'école, également les mairies, tout le système administratif du Kosovo. Voilà. Ces gens-là, ces fonctionnaires-là, ils sont payés par Belgrade, je suppose. Voilà, oui. Ces gens-là sont payés par Belgrade, effectivement. Donc, et puis même, ça se voit dans le rapport, justement, je vous parlais de Christopher Ödel, l'ambassadeur des États-Unis au Kosovo, qui a précisé justement dans cette note où il rédigeait qu'il était temps de modifier la situation dans le nord du Kosovo. Et il disait également que dans cette petite note, il expliquait qu'il était important que l'Union européenne fasse pression sur la Serbie pour qu'elle modifie sa situation et reconnaisse plus ou moins l'indépendance du Kosovo, pour qu'elle trouve une solution. Sinon, il était nécessaire que l'Union européenne ne reconnaisse pas cet accord. Oui. Donc, au niveau de l'administration, du coup, Angela Merkel voulait qu'il y ait une administration qui soit purement kosovare, entre guillemets, et que les Serbes n'aient plus aucune administration serbe. C'est exactement ça. Les conséquences de la vie des Serbes, comment ça va se passer donc ? Eh bien, par exemple, au niveau de la ville de Kosovka Mitrovica, c'est un remplacement. J'essaye de vous situer quelque chose de réel. On a eu dernièrement des manifestations dans la rue puisque le LEX a voulu remplacer tout ce qui était administration, tribunal, juge, etc. Donc, le LEX, c'est ce que vous disiez, c'est la partie, c'est la partie administrative de l'occupation de l'OTAN, c'est ça ? Non, c'est la KFOR, c'est l'ONU qui s'occupe. De l'ONU, pardon. De l'ELEX, voilà. D'accord. Excusez-moi, je vous ai coupé. Donc, on parlait du statut, justement. Aliénor a évoqué ce problème, justement. Comment ça va se passer au quotidien pour ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont devenir, justement, si on leur enlève ce qui leur reste encore d'identité ? Eh bien, déjà, ce qui leur reste d'identité, c'est une écriture et une langue. Si vous enlevez ça au Kosovo, vous allez avoir un remplacement de l'écriture et de la langue. Les étudiants là-bas ne pourront plus apprendre comme ils l'ont toujours fait, dans leur langue, écrire comme ils l'ont toujours fait. Parce que dans l'administration, on parlait aussi des écoles et donc qu'il n'y ait plus aucune administration serbe, que ce soit une administration kosovarde et du coup de ce fait albanaise, c'est-à-dire avec une autre langue et une autre écriture. Donc des choses qui n'ont jamais eu lieu, plus d'écoles, plus d'universités serbes. Plus d'écoles, plus d'universités. Et ce qui fait que par exemple à Mitrovica, vous avez eu des manifestations pacifistes d'étudiants qui voulaient et qui réclamaient d'avoir le choix, d'avoir le droit de pouvoir étudier selon leur comme ils l'avaient toujours fait. Et c'est ces manifestations là qui étaient vraiment belles à voir puisque
elles ont donné de l'engouement dans la vie de la ville ou même de national au niveau du Kosovo. Ouais, le problème, ce qui est assez inquiétant, d'une part parce que ça vient un petit peu à l'appui de ce qu'on disait tout à l'heure, mais il est fort possible que la population serbe de Serbie mettre dans la balance entre l'adhésion à l'UE et le Kosovo, clairement préfère l'adhésion à l'UE. Parce que c'est vrai qu'en termes de promesses économiques et de développement d'un pays qui subit quand même la pression économique depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on ne peut pas lutter contre l'Eldorado européen, c'est impossible. Effectivement, on ne peut pas lutter contre l'Eldorado européen. En revanche, l'administration à Belgrade précise qu'elle ne lâchera pas le nord du Kosovo, que les modifications qui ont eu lieu là, qui ont été faites fin juillet et qui sont complètement illégales, elle se battra toujours à l'encontre de ce qui a été fait. Et elle cherche des accords, elle cherche à régler le problème de façon pacifiste, puisqu'elle n'a que ce choix, que cette manière de pouvoir le régler. Et de ce fait, elle peut pas intervenir par la force, mais forcément par la parole. Et effectivement, sur le terrain, c'est pas ce qui primera en premier, mais en revanche, de savoir que Belgrade ne cède pas pour les gens les Serbes du Kosovo, ça reste quand même important. C'est essentiel, effectivement. Ouais. Savoir qu'ils sont pas abandonnés par le reste de leur peuple, c'est quand même quelque chose d'important. Cet instinct de survie qui aujourd'hui leur permet d'exister, tout simplement, parce que c'est comme tout peuple. Si on vous enlève votre langue, si on vous enlève toute possibilité, enfin, de votre écriture, votre alphabet, votre moyen de vous exprimer, si on déracine les enfants en enlevant toute forme d'éducation traditionnelle, on n'existe plus. De toute façon, le gouvernement de Belgrade a intérêt à essayer de gagner du temps, vu qu'on n'est même pas sur un processus de candidature à la candidature. C'est-à-dire que la Serbie est quand même, de ce point de vue-là, très en retard par rapport à la Croatie. C'est vrai qu'ils ont intérêt à gagner du temps sur les années qui viennent, parce que de toute façon, les négociations sont pas engagées. Donc, comment est-ce qu'en fait, je crois qu'ils n'essayent pas de gagner du temps, c'est juste que sur le terrain, la réalité n'est pas du tout la même. La KFOR intervient, les Albanais interviennent. Si ça continue comme ça, le nord du Kosovo ne tiendra pas, ce sera juste des mots et c'est pas ce qu'il faut. La manière dont vous décrivez la situation, c'est une véritable poudrière au quotidien. Vous l'avez ressenti, vous, parce que on n'a pas parlé, mais votre dernier voyage en date, c'est juillet. C'est ça ? C'est ça, c'est juillet. Et celui juste avant, c'était en mai. On était parti juste à un tout petit, beaucoup moins nombreux que d'habitude. On était partis en reconnaissance pour voir comment ça se passait sur le terrain, notre bureau, comment est-ce qu'il fonctionnait, s'il réussissait bien à travailler, etc. Ça, c'était notre dernier voyage. À ce voyage-là, je suis rentrée en France, j'ai reçu une lettre de menace de mort de la part d'un Albanais qui était parti en avion avec nous et qui avait fait le retour à Lyon dans le même train que nous. Il nous disait, écoutez, je tuerai vos têtes de slaves et je défoncerai ton espèce de copine, avec tous les mots du vocabulaire qu'on imagine. Voilà. Donc ça, c'était une menace qui était réelle. Et ce qui est marrant, c'est que c'était un petit peu effrayant de recevoir ça alors qu'on était allé à 2000 km de chez nous juste soutenir un peuple, quoi. Mais ce risque-là, il est patent quand vous êtes sur place ? Vous le sentez ? Il est présent ? Il est... Par exemple, quand on est avec nos camions au Kosovo, on est amené à faire les pleins d'essence. Donc des fois, on y pense à les faire dans les enclaves serbes, mais parfois, soit on n'a pas le choix ou soit on oublie et on se retrouve à faire le plein dans une zone albanaise. Et bien, par exemple, quand on a cet interprète qui est avec nous, qui est Payo, qui est régulièrement avec nous sur toute la mission au Kosovo, lui, il me dit, surtout, tu m'appelles pas par mon nom et surtout, tu m'appelles pas, tu me parles pas. Parce que déjà, il reconnaîtrait la consonance de son nom, Payo, qui est certes plus dans la consonance serbe, et également il serait obligé de me répondre et ça le mettrait dans une situation de conflit, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'on ressent la situation sur place ? Oui. Et dans l'action, par exemple, quand on passe Mitrovica, quand on passe de la partie nord à la partie sud, par exemple, ça m'avait choqué parce que venant de la part d'un enfant, je trouvais ça extrêmement violent. J'étais en train de conduire un camion et à ce moment-là, il y avait un petit gamin de 5 ans qui m'avait fait un énorme doigt d'honneur quand j'ai traversé un pont et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, j'ai pas du tout compris la situation et c'est juste qu'ils avaient vu une plaque d'immatriculation sur les camions, ils savaient plus ou moins qui est-ce qu'on était et du coup ils avaient une haine farouche envers nous. Vous en tant que tel, vous avez aucune relation avec les autorités kosovares, albanaises du Kosovo en direct, je veux dire concrètement d'un point de vue administratif, mis à part que c'est eux qui j'imagine qui vous autorisent l'accès au pays, mais sur le terrain.
Sur le terrain, par exemple, quand on doit passer, justement, encore Mitrovica, c'est un petit peu notre base, c'est la première ville où on arrive à chaque fois. Quand on doit passer de la partie nord à la partie sud, puisqu'on est obligé de passer par cette partie sud pour pouvoir aller dans le reste du pays, de la province plutôt, eh bien, on se retrouve toujours confronté à la police albanaise qui contrôle le pont qui traverse l'Ibar, donc le fleuve qui divise justement cette ville en deux. Et à chaque fois... Il faut le rappeler, je crois que Mitrovica est coupé en deux par rapport au fleuve, c'est ça? Oui, il y a une partie qui est serbe et une partie Exactement. qui est albanaise, c'est ça? Voilà, donc l'Ibar coupe la ville en deux. Une partie albanaise, mosquée, musulmans, etc. au sud, et une partie chrétienne au nord. Voilà, tout simplement. Et donc, quand on arrive à cet endroit-là, on se trouve confronté à la police albanaise, et sur place, le monsieur qui a 50 ou 60 ans nous fait la blague de ne pas parler anglais, mais de parler uniquement albanais et de ne pas comprendre le serbe. Donc, excusez-moi, mais quelqu'un qui a 50, 60 ans, qui a vécu là depuis toujours, doit bien forcément connaître quelques mots de serbe pour pouvoir essayer de nous faire traverser. Mais c'est le jeu, c'est de nous faire perdre du temps, de nous agacer, etc., etc. C'est le seul moment où on est confronté à eux. Sur place. D'accord. Donc vous évoquiez aussi, donc je voulais revenir sur ce dernier voyage parce que la situation a quand même pas mal évolué depuis peu, depuis juillet notamment, par rapport à cette histoire à la frontière nord. Et vous nous disiez justement qu'aujourd'hui les Serbes du Kosovo ont passé une étape supérieure, supplémentaire en termes de résistance, et qu'aujourd'hui il y a véritablement une réaction violente dans la forme, mais qui peut amener à quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus violent. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Tout à fait. Alors, par exemple, donc après la prise du poste administratif de Jarinje, ce poste a été complètement brûlé par les Serbes. Qui ont décidé d'attaquer ce poste frontière en signe de résistance, et surtout parce qu'ils voulaient pas du tout laisser les Albanais le reprendre, ce qui est absolument logique puisqu'on modifie pas les frontières comme ça. C'était une façon violente de le faire effectivement, mais de manière violente, ils ont répondu de la même façon que ce qui avait été fait. Et sur place, on peut voir que pour empêcher ces mouvements de masse de la part justement de la KFOR ou des polices albanaises sur le terrain, ça a été de créer des barrières sur plusieurs kilomètres, parfois 20 kilomètres, et c'est des gens qui passent la nuit, qui passent des nuits entières ou des journées entières à essayer de rester sur ces barrières et de tenir le terrain, de tenir la rue, tout simplement. Et on le voit, les cours... De manière pacifique, pardon. De manière effectivement pacifique, puisqu'il y a rien. En revanche, ça va toujours être des tentatives d'intimidation, puisque dans certains villages où justement ces barricades ont été posées, il y a eu des tirs de Kalachnikov qui ont été faits dans leur direction, justement pour que soit ils les enlèvent ces barricades, soit qu'ils partent tout simplement, ou même essayer, c'est plutôt, je pense pas à visée criminelle, mais toujours pour vraiment essayer de les faire partir et de cesser toute résistance de leur part. Voilà. D'accord, donc il y a un vrai risque aujourd'hui d'embrasement de la situation, c'est une poudrière, là, et d'un retour à une guerre civile qui serait terrible. Malheureusement, effectivement, si les Albanais continuent comme ça, à tenter d'intimider une population, quelque part, depuis 2008, pardon, ils essayaient de se donner une certaine prestance, ils ont arrêté de faire des coupures d'électricité de manière involontaire, il n'y avait plus de passage à tabac de la part des Serbes, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été commises, il n'y avait plus d'électricité régulièrement, des enclaves qui étaient complètement coupées, des Serbes qui étaient roués de coups dès qu'ils s'arrêtaient dans une zone albanaise, etc., etc. Et depuis 2008... Il y a cette liberté de circulation malgré tout ou pas ? C'est assez délicat. Par exemple, au Kosovo, les gens se reconnaissent via la plaque d'immatriculation. Puisque vous avez des plaques d'immatriculation toutes neuves au Kosovo qui sont KS, alors que les plaques d'immatriculation serbes sont SRB. Et les gens se reconnaissent ainsi. Ce qui veut dire que si vous allez dans une grosse enclave, je vous déconseille d'aller avec une voiture serbe dans Mitrovica Sud. C'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, les Serbes sur place refusent donc de changer quoi que ce soit à leurs habitudes. Ils ne se reconnaissent pas du tout dans l'état nouveau, enfin dans l'état kosovar. Et donc, ça va jusqu'à la plaque d'immatriculation qu'on refuse de changer. Pourquoi est-ce qu'ils auraient à le faire, tout simplement ? Tout à fait. D'accord. Jean-Louis ? Non, c'est sidérant. Voilà. Bon. Et pour continuer dans l'actualité, par exemple, on a, c'est pas seulement les jeunes vieux qui ont 50 ans, qui sont très réfractaires, c'est pas du tout un esprit chauvin, c'est également un esprit jeune qui est sur le terrain, puisque depuis justement que ces administrations ont tenté de se faire remplacer les administrations justement légales qui avaient été élues, mises sur le terrain de manière législative, c'est-à-dire démocratique, depuis que l'UE a demandé justement que
qu'on enlève ces institutions parallèles, les étudiants sont manifestés, ils descendent dans la rue de façon pacifique, ils font les cours en plein air. Vous imaginez des cours en plein air? Est-ce que nous, en France, on verrait ça pour une manifestation de cette sorte? Quelle en serait la raison? C'est ça que je me pose. Vous avez justement certaines personnes haut placées du patriarcat qui décident de venir, de discuter devant les églises, de participer aux cours, de participer à la vie de la communauté, parce que c'est une situation qui est vraiment grave à l'heure actuelle. C'est un enjeu complet de rester sur le terrain et de participer à la vie. Et ça, les médias occidentaux n'en fait aucun écho. Non, justement, j'ai été assez effarée puisque j'essaye. C'est très difficile de trouver l'actualité du Kosovo en français. Parfois, on la trouve en anglais, etc. J'ai la chance de pouvoir la trouver en français par des moyens un peu détournés. Mais tout ce que je réussissais à trouver dans les magazines, le Progrès sur Lyon ou le Parisien, c'est absolument sidérant puisque c'est une information qui est complètement engagée, mais de l'autre côté, et ce qui fait qu'on a une souffrance d'un peuple qui n'est pas du tout connu dont tout le monde se moque de toute façon, comme ça a été le cas depuis toujours, je crois. Exactement. Mais ça va même beaucoup plus loin parce qu'il y a un véritable lavage de cerveau par rapport à une situation qu'on ne veut pas admettre de toute façon, puisque les grands médias classiques relayent l'information officielle et qu'elle est de toute façon tronquée. Mais je crois que aujourd'hui, par rapport aux événements récents, il y a une véritable omerta, on n'en parle absolument pas, quoi. Mais oui, pardon. Non, c'est passé sous silence tout ce qui se passe. Donc, on a été les premiers justement à parler de ce rapport de Christopher Dale, comme quoi c'était nécessaire d'intervenir avant que. C'est terrible parce qu'on nous parle de bien et de juste. Oui, puis de purification ethnique à chaque fois, mais en fait c'est toujours dans le même sens, quoi. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose qui est en genèse, là, qui est en devenir, qui peut tout à fait basculer d'un moment à l'autre dans quelque chose d'abominable et retomber dans les travers. Et on accusera toujours les mêmes, sans véritablement reconnaître la responsabilité de ceux qui sont les vrais auteurs de ces crimes. Ça, c'est terrible. Disons que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de la Serbie, c'est de Milosevic, on ne parle jamais de ce qui se passe de l'autre côté. Oui, ça correspond aussi à la façon dont fonctionnent les médias. Hein. Globalement, c'est vrai que le Kosovo est sorti de l'actualité en gros depuis 99. Le grand moment d'émotion, c'est 99 contre les Serbes. Alors, au niveau de l'émotion, justement, parce que quand vous allez là-bas par rapport à ce que vivent ces gens-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le discours que vous avez avec les jeunes sur place, quoi. Parce que on voit, ils sont concernés, ils sont présents, ils se battent, ils en veulent. Enfin, je dirais, c'est une question de survie, c'est une question. Enfin voilà, ils vont mourir pour leur cause si le besoin, si nécessaire. Mais oui. Oui, effectivement, ils sont très engagés. Quand on voit les jeunes justement de Kosovka Kamenica, c'est des jeunes, ils ont mon âge, ils ont 25 ans, ils ont créé un club de sport, ils restent sur place, ils ont fait ce choix de rester sur place également. Moi, je leur en tire mon chapeau parce que qui est-ce qui serait capable de faire ça aujourd'hui en France? Non, mais justement, parce que vous qui êtes des militants humanitaires, parce que c'est comme ça qu'il faut, je crois, résumer la chose, vous êtes des militants humanitaires, engagés. C'est un modèle quelque part, parce que quand vous êtes là-bas, j'imagine que quand vous rentrez, vous êtes transformé, parce que c'est une leçon de vie. C'est une très bonne leçon de vie. Je veux dire, par rapport à des générations, nous, de jeunes en général, qui sont totalement aseptisés et qui vivent dans une logique de confort pur et de consommation à outrance, voir ces gens-là qui sont confrontés à des choses terribles et qui vivent avec 3 fois rien, quand vous êtes au contact, je crois qu'il y a une leçon d'humanité qui doit vous galvaniser et vous aider à aller plus loin. Et qui nous permet de relativiser surtout, parce que quand on arrive en France, à notre tour, on se retrouve avec des problèmes qui du coup, qui paraissent énormes, mais qui deviennent tellement minimes comparés à ce que eux vivent au quotidien. C'est la meilleure leçon qu'ils peuvent nous donner, c'est de relativiser et d'arrêter de se croire en crise pour le moindre petit problème. C'est ça. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, l'important, les projets de l'association. Alors, les projets de l'association. À terme, actuellement, on est en train de rédiger un rapport qu'on aimerait déposer aux instances européennes pour qu'elles puissent se rendre compte de la situation au Kosovo, la façon dont nous, on la voit, et justement essayer de faire une autre information que celle qui est relayée. Principal projet, et ensuite, projet énorme et pas des moindres, essayer de faire un jumelage avec des enfants du Kosovo, d'un club de sport, d'une école, les faire venir à Paris, en France, pour que eux rencontrent déjà d'une part les gens qui les soutiennent, les gens qui permettent la vie de l'association au quotidien, et également de rencontrer des Européens, des Français qu'ils ne connaissent pas ou qui les soutiennent mais qu'ils ne connaissent pas.
D'accord, donc vos besoins aujourd'hui, justement, à l'antenne, vous avez un message à faire passer à ce niveau-là, parce que je crois qu'il est important de vous aider, je crois qu'il est important d'être conscient de cette réalité-là, qu'on vient de débattre depuis bientôt 1h30. De quoi avez-vous besoin? Comment peut-on vous aider? Alors je sais qu'il y a votre site internet qui est le relais, enfin il est vraiment parfait à ce niveau-là, on a tous les éléments, on peut trouver tout ce qu'il faut pour vous aider, mais vous, par rapport aux besoins sur place, et notamment par rapport à l'antenne là-bas, quel retour vous avez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour vous aider? Alors déjà, simplement, si les gens connaissent des grosses structures, infrastructures de sport, je donne des grandes enseignes, mais s'ils ont la possibilité, Decathlon ou des cuisines, du matériel, des matelas. Là, dernièrement, notre mission cet été, on a apporté 40 matelas en état quasiment neuf pour les enclaves du Kosovo. Si ces gens-là ont la possibilité de nous apporter de telles quantités de matériel dans un état parfait ou presque parfait, parce qu'on n'apporte pas des poubelles, enfin, ça reste des êtres humains, donc si les gens pouvaient essayer d'accepter ce qu'eux seraient capables d'accepter, c'est bon de faire la différence. Donc, si les gens connaissent effectivement des grosses infrastructures, s'ils font partie d'un club de sport, s'ils sont capables de nous fournir du matériel en grande quantité, qu'ils nous contactent. Et deuxième point nécessaire, c'est l'aspect financier. Vous imaginez, avec le coût de l'essence et les péages toujours qui augmentent, le prix d'un convoi, l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre, et c'est peu de le dire. Donc, si les gens sont intéressés par notre cause, qu'ils n'hésitent pas à nous faire un don. L'intérêt de nos dons, c'est qu'on est reconnu d'intérêt général, ce qui fait que vous avez la possibilité de nous faire un don et de retirer 66% de ce don de votre feuille d'impôt à la fin. Par exemple, si vous nous faites un don de 100 €, réellement, vous retirez 66 € de votre feuille d'impôt et vous en payez seulement 34 à l'association. Le reste est subventionné par l'État. Donc, c'est le meilleur moyen de faire passer vos impôts, je dirais. D'accord. Vous avez été en quelque sorte précurseur dans l'aide aux Serbes du Kosovo. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de l'aide de la Serbie et vous nous en parliez en disant non, effectivement il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous voyez d'autres organisations sur place? Parce que il est important aussi de signaler que vous avez tracé un chemin, je crois on peut le dire. Aujourd'hui, nos camarades italiens de Casa Pound sont aussi présents maintenant là depuis peu grâce à des relations qu'ils ont sur place, avec les autorités serbes en Italie. Ils commencent aussi à établir des contacts, et des premiers convois aussi partent sur place. Je crois que vous avez tracé un chemin et que vous avez aussi eu cette responsabilité, ce rôle de sensibilisation par rapport à ce que vivent ces gens là-bas, et vous battez pour les faire reconnaître. Est-ce que vous voyez, je dirais, les fruits un petit peu de tout ça en termes de sensibilisation, vu qu'il y a une véritable omerta au niveau des médias? Est-ce que d'autres organisations... Déjà, les gens commencent à être sensibilisés de manière plus importante. Ils se rendent compte de la situation, ils se rendent compte également du rôle des États-Unis, aussi bien avec la Libye à l'heure actuelle qui a remplacé son chef d'État, que tout n'est pas blanc ou noir, au contraire, que l'information qu'ils reçoivent n'est pas forcément la bonne. Et nous, on essaye justement à travers des conférences, des émissions de radio, etc., de les sensibiliser à ce sujet. Et on le voit à travers le nombre de nos donateurs qui ne cesse d'augmenter chaque jour, que les gens se sentent beaucoup plus concernés par la situation du Kosovo. Et sur place, c'est très bien parce qu'on a été les premiers à agir en 2004, à intervenir sur le terrain et pendant plusieurs années consécutives. Et à l'heure actuelle, si effectivement les Italiens, les Espagnols peuvent continuer à se mobiliser pour multiplier des convois, à chaque fois, ce serait la meilleure chose à faire, parce qu'à chaque fois que je rentre du Kosovo, je me dis, mais c'est tellement dommage, c'est pas un convoi par tous les 6 mois qu'on devrait faire, c'est un convoi par semaine qu'il faudrait pouvoir avoir la possibilité de réaliser, quoi. Alors, votre prochain convoi, c'est quand? Le prochain convoi qu'on organise, c'est celui de Noël, comme chaque année, où nous apporterons du matériel scolaire, du matériel de sport, des jouets, des cadeaux pour les enfants et des vêtements. D'accord. Voilà, il va être temps de se quitter. Je tenais à vous remercier. Nous avons Marion Chetsov. Nous étions très heureux. Ça faisait très longtemps que nous souhaitions vous accueillir dans nos studios. Merci beaucoup. Pour cette belle et grande cause. Courageuse, qui pour nous une leçon à tout point de vue, une leçon d'humanité, une leçon de militantisme aussi. Qui permet d'aider des populations sur place, mais également de mettre le doigt là où ça fait mal et de montrer à quel point l'oligarchie mondiale fait un peu tout et n'importe quoi avec les peuples, et qu'il était important de voir qu'aujourd'hui, des associations luttent contre vent et marée pour pouvoir se battre et aider ces gens qui en ont bien besoin et qui nous sont si proches, puisqu'en fait on n'est pas si loin les uns des autres. Voilà. Absolument. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci Aliénor. Merci. Merci Jean-Louis. Oui. Puis à dimanche prochain. À dimanche prochain. En tout cas, restez à l'écoute Méridien Zéro, et plus que jamais à l'abordage et pas de quartier.